Bonjour à tous, on est toujours à Joureux, au Palais des Congrès du Parc Chanois à Marseille. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je suis avec une invitée de marque, une influenceuse, une créatrice de contenu engagé et surtout la fondatrice d'une association, Aware Collective. Déjà, comment tu te sens aujourd'hui Comment je me sens? Comment tu te sens Je aujourd'hui? me sens un petit peu fatiguée parce que je reviens d'un voyage avec mon collectif Aware justement et j'ai enchaîné, mais je suis ravie d'être là. Alors, en ayant présenté un peu ton parcours, est-ce que tu peux nous peut-être réexpliquer pour ceux qui ne te connaissent pas ton déclic, comment c'est arrivé, comment ton engagement est arrivé, surtout en venant d'un univers autour du mannequinat? Je peux pas dire qu'il y a eu un déclic particulièrement, j'ai l'impression que c'est arrivé progressivement. Il y a quand même eu un point de rupture parce que j'étais mannequin et je voyageais énormément, je prenais l'avion 4-5 fois par semaine et je mettais en avant des marques vraiment, en fait, je choisissais pas les marques avec lesquelles je travaillais et que je représentais. Et petit à petit, ma conscience écologique grandissait et je me disais, mais en fait, mon mode de vie va pas du tout avec cette conscience écologique et avec ce mode de vie que je veux représenter. Et j'ai commencé à refuser de prendre l'avion et de demander à prendre le train plutôt que l'avion. J'ai commencé à refuser des contrats, ce qui ne se faisait pas du tout en tant que mannequin. Ah ouais, c'est hyper courageux ça. Ça demande du courage de s'engager comme tu le fais, de dire non. Après, tu as peut-être été sereine parce que tu y as vu aussi d'autres opportunités. Oui, après moi j'avais la chance je sortais d'études de droit et d'histoire de l'art et donc je savais que si le mannequinat ne marchait pas, enfin si ça s'arrêtait, je pouvais faire le métier que je voulais faire, soit avocate, soit commissaire-priseur. Enfin, Ah oui, à ce moment-là, j'étais plus dans cette lignée-là, donc j'avais cette sécurité énorme de pouvoir refuser des contrats, parce que sinon effectivement c'est une prise de risque de dire non, tout simplement en tant que mannequin, on n'a pas cette possibilité normalement. Ouais, donc tu n'as jamais eu peur vraiment de tout perdre, mais pourtant tu t'es pleinement engagé en transformant ton métier. Parce que tu n'as pas forcément changé de métier, tu as changé ton métier. Exactement. En fait, je me suis rendu compte que dans mon métier de mannequin, on avait vraiment les codes de la désirabilité, de mettre en avant, de vendre des produits, mais que personne ne faisait vraiment attention à tout ça. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux un petit peu à ce moment-là, de ces changements que je mettais en place. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était inspirant. C'était vraiment ça a enclenché des discussions dans ces métiers-là qui ne sont pas forcément habituels. Tu te souviens de ta première vidéo, ta première création de contenu, justement pour parler d'engagement? Je me souviens pas de la première. Je me souviens de quand j'ai lancé mon blog. Parce que j'avais un blog où je mettais en avant des marques éco-responsables. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout tendance. Il n'y en avait pas partout. Ouais. Et ça, je m'en souviens, ouais. Le premier article, je m'en souviens. Ouais. Et tu as pu choisir les marques avec qui tu as collaboré? Tu les as contactées ou elles sont, en créant du contenu, elles sont venues à toi? Elles sont venues vers toi, naturellement? Au départ, je faisais mes petites recherches et je les ai contactées. Et ce que je faisais, c'est que les marques engagées, je leur proposais d'être mannequin, mais pour des tarifs pas du tout habituels pour moi, pour pouvoir commencer à les soutenir et à me faire connaître comme ça. Et après, j'ai été rapidement contactée par des marques parce qu'en fait, à l'époque, il y avait très très peu de créatrices de contenu et même de mannequins qui parlaient d'écologie sur les réseaux de cette manière. Et maintenant que tu incarnes le changement, tu as voulu le partager. Alors, tu as fait plusieurs choses. Tu as créé une association Aware Collective donc, pour engager des influenceurs. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Influenceurs engagés, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, dans ce livre, qui est une sorte de guide pratique pour les influenceurs, pour qu'ils passent à l'action, je cite, tu veux allier conviction environnementale et algo Insta. Pourquoi tu as voulu à la fois incarner et transmettre ça? Parce que je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il y avait une force de frappe énorme et qu'ils étaient en train de prendre une place de plus en plus importante dans nos vies. Et que les figures qui étaient très suivies sur les réseaux étaient plutôt des activistes. Et sinon, de l'autre côté, c'était des influenceurs lifestyle qui, eux aussi, attiraient beaucoup de monde, mais qui mettaient pas forcément en avant un mode de vie éco-responsable, ou en tout cas qui va avec la transition écologique qui est nécessaire. Et je me suis dit, ok, il manque quelque chose des profils un peu cool, où juste on se dit pas forcément, il n'y a pas forcément l'étiquette écolo, engagé ou militant, mais en fait je fais attention, je poste en conscience tout mon mode de vie et j'inspire sans forcément être dans la culpabilisation, même si c'est important, même si les deux sont importants.
Et en créant ton association, comment tu fais concrètement? Ça consiste en quoi? Moi, je ne suis pas influenceur, admettons, engagé. Comment je veux, en entendant ton message, m'engager? Alors, l'asso, c'est vraiment un collectif qui répond à tous les freins pour lesquels les influenceurs ne parlent pas d'écologie aujourd'hui. En fait, j'ai rencontré des influenceurs lifestyle, j'ai rencontré des assos et je me suis dit pourquoi ça ne se rencontre pas. Et en fait, souvent, ils se sentent seuls à parler de ces sujets-là, ils ne se sentent pas légitimes. Ils ont peur de ne pas gagner leur vie s'ils s'engagent réellement. Et donc, l'asso, on organise des voyages et des journées de sensibilisation avec des thématiques. Et on approfondit ces thématiques pendant 3 jours. Donc on part en train quelque part, on fait attention à tout, vraiment. Qu'est-ce qu'on aborde comme thématique? On a abordé la mode responsable, l'alimentation, l'œnologie, et il va y avoir plein d'autres sujets. L'œnologie? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que le vin en France, il va y avoir énormément de changements, et c'est assez perturbant en fait de rencontrer tous les vignerons en France, parce qu'ils nous expliquaient par exemple qu'il n'y aurait plus de vin en France d'ici 70 ans, qu'on ferait de la tequila. Ouais. Mais non. Enfin, en tout cas, qu'on ferait moins de vins, des vins différents, qu'on devrait déplacer les régions, les vins de région et s'adapter. Donc ça fait partie de notre patrimoine français quand même. Ouais. Et donc c'était assez perturbant pour les créateurs de contenu. Même si c'est pas un sujet dont ils parlent forcément tous les jours. Mais c'est une bonne entrée concrète pour faire comprendre l'enjeu du réchauffement climatique. C'est ça qui est intéressant, exactement. C'est un bon angle. Exactement. Et en fait, il y a énormément de prismes. Nous, on choisit des prismes qui sont directement activables par les créateurs de contenu. Et surtout, on veut qu'il y ait des créateurs de contenu qui ne soient pas déjà engagés. Je fais venir des créateurs qui sont créateurs de lifestyle, qui sont connus, qui savent vulgariser certains sujets, mais qui aujourd'hui ne parlent pas d'environnement ou d'écologie, pour qu'ils puissent le faire chacun à leur manière et se servir des codes des réseaux sociaux qu'ils connaissent et de leur force pour parler à leur manière de ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des histoires de créateurs de contenu avec qui ça a fonctionné et comment ça s'est traduit concrètement? Oui, il y en a plusieurs. Ouais, en fait, ça fonctionne assez bien. On est ravis. Comment ça fonctionne? En général, ils l'intègrent à leur contenu, soit dans des formats qu'ils font déjà, et ils vont prendre la parole en story et dire, voilà, en fait, je me suis rendu compte avec tel chiffre, l'impact qu'on avait, que l'avion, par exemple, si on parle de l'avion, j'ai découvert les ordres de grandeur, et donc je vais diminuer l'avion, ou au moins ne plus poster d'images d'avion, ne plus le glamouriser sur mes réseaux. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, par exemple. Et donc, ce qui est assez cool, c'est qu'ils l'intègrent soit dans leur format, soit ils ajoutent des petites, de temps en temps, en story, en post, ils parlent d'avion, ils parlent de consommer moins, de faire attention aux marques avec lesquelles ils collaborent. Ou alors même, il y en a qui vont encore plus loin et qui se sont engagés, par exemple, à partager des pétitions. Pétition contre Chine notamment, pétition contre la loi du plomb. Ces sujets-là, assez forts, ils ont été portés par certains créateurs de contenu qui sont venus à des voyages de Wear. Et pour que ces créateurs de contenu nouvellement engagés ne se sentent pas seuls, comment tu fais pour les fédérer? On organise de plus en plus d'événements. Le but, c'est de se voir régulièrement, de se retrouver. On va notamment mettre en place une académie où on va vraiment avoir des blocs qu'on va aborder chaque mois avec tous les sujets qui peuvent se présenter à nous en tant que créateurs de contenu. Et là, on va vraiment diversifier au-delà de l'alimentation et de la mode. On va parler d'IA, on va parler de plein de sujets, de désinformation. Voilà, le but, c'est vraiment de se former et d'apprendre ensemble et de se retrouver. D'ailleurs, en parlant d'IA, je sais que tu en as déjà parlé, mais tu t'es un peu positionné ces derniers mois contre l'IA. Est-ce que tu as eu une mésaventure? Peut-être que tu peux la raconter au cours d'un shooting photo? Ah là là, oui. Je suis arrivée il y a quelques mois sur un shooting photo, comme d'habitude. Ouais. Et le matin, on me dit, t'es au courant, il n'y aura pas de maquillage, pas de coiffure, parce qu'on va remplacer ton visage par un visage généré à l'intelligence artificielle. Ah, c'est fou, ça. Alors non, je ne suis pas au courant, sinon je n'oserais pas là, franchement. Et en fait, j'étais assez choquée, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, puisqu'on me demandait de poser réellement avec les vêtements, mais juste, ils m'ont dit, on va couper tous les endroits où il y a ta peau. Donc tes mains, ton cou, ton visage, voilà, on va le remplacer pour ne pas payer de droit à l'image. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, nous les mannequins. Il y a des journées de shooting, des journées de travail, mais qui sont en fait assez espacées, on n'en a pas forcément tous les jours, et les droits à l'image. Et là, ça leur permet de générer un visage pour lequel ils n'ont pas de droit à payer. Tu vivais quelque chose qui se pratique actuellement
C'est une réalité pour les mannequins? Oui, de plus en plus. Et en fait, la marque pour laquelle je travaillais ce jour-là, depuis, ils ont mis en place un pôle justement IA et ils vont vraiment faire les shootings entièrement à l'IA. Là, maintenant, il y a plein d'équipes qui le savent. Elles vont être, d'ici la fin de l'année, elles vont toutes disparaître. Coiffeurs, stylistes, maquilleurs, photographes. Et au-delà de cet événement un peu spécifique, on sait que les créateurs de contenu utilisent l'IA parfois pour les aider à écrire leur script, pour leurs vidéos. Est-ce que pour toi, du coup, fort de cette expérience malheureuse, l'IA, un influenceur engagé, c'est un influenceur qui n'utilise pas l'IA? Je peux pas imposer ça à quelqu'un. En plus, l'IA, elle est absolument partout dans notre quotidien. En revanche, oui, un influenceur engagé, c'est un influenceur qui fait attention à son utilisation. C'est de la modération, en fait. Oui, et surtout qui prend conscience de l'impact que ça a et de la balance. C'est-à-dire, ok, c'est génial de générer une photo à l'IA, super. Ah, c'est très mignon, les vidéos de chats qui font je ne sais quoi de complètement fou. Mais en fait, l'impact derrière, moi, dans la balance, le choix est fait. C'est-à-dire récolter les informations. On ne parle même pas de l'impact écologique. On parle de tout ce que ça implique derrière. Et le fait que ça remplace des jobs qui sont des jobs créatifs. Ouais, bah, on le voit dans la musique, dans la photo, dans l'image. Et dans l'écriture, on n'en parle même pas. Et en fait, au-delà de dire n'utilisez pas l'IA, c'est mal, j'ai envie de dire regardez, tout s'uniformise. Moi, je le vois dans l'écriture, on le voit dans les posts LinkedIn, on le voit partout. C'est terrible. L'écriture se ressemble, il n'y a plus aucune personnalité. Et donc, moi, j'ai presque un rejet à me dire, en fait, maintenant, j'aime bien mon écriture imparfaite. J'aime bien ce côté un peu, parfois... On sent l'humain derrière, en fait, oui. ton écriture. Ouais, voilà, en fait, au contraire, cultivons notre personnalité. Et surtout quand on est créateur de contenu. Donc, je mettrais peut-être plus ça en avant. Est-ce que tu as un rêve aujourd'hui, ou en tout cas un message que tu aimerais adresser à des créateurs de contenu qui hésiteraient encore à passer à l'action? J'en ai plein. Ah. J'aurais plein de messages, mais je dirais que le plus important, et ce qui bloque en général le plus les créateurs, c'est le manque de légitimité. Et en fait, on ne peut pas attendre de se sentir légitime. Ce sujet d'écologie, qui d'ailleurs est un mot qui en fait implique tellement de choses, est tellement complexe, tellement vaste. On ne pourra jamais être expert de tous ces sujets-là et on a besoin de tout le monde et maintenant. Donc surtout, n'attendez pas d'être expert sur un sujet. Venez, on apprend et on parle ensemble et on n'attend pas d'être parfait pour en parler. Oui, c'est ça. Il faut vraiment se déculpabiliser. C'est pas parce qu'on est expert dans un domaine que ça doit empêcher, freiner la mise en action. Parce que souvent, il y a ce problème. C'est moi, je peux pas être écolo, j'ai peur du regard des autres, peur d'utiliser un iPhone et d'arrêter de prendre l'avion, d'avoir des dissonances cognitives en permanence. Oui, il y a ça aussi. Alors, juste pour répondre déjà, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se former et qu'il faut raconter n'importe quoi. Mais juste, on a un devoir de transparence, évidemment, sur les réseaux. Quand on a une responsabilité, quand on a une communauté. Donc, c'est bien de dire, OK, je ne suis pas expert sur ce sujet. En revanche, j'ai appris telle chose ou... Au moins, ne plus montrer les choses qui sont ultra polluantes, c'est déjà vraiment génial. Et ma question, j'ai perdu le fil. Tous les deux perdus. Ah oui, pardon, tu disais être imparfait, justement avoir des contradictions, l'iPhone, le voyage, etc. Mais on l'est tous. En fait, moi j'ai essayé d'être végane, de plus du tout prendre l'avion, de ne plus rien acheter. La société n'est pas faite pour qu'on arrête de consommer totalement. Elle n'est pas faite pour qu'on soit à 100% éco-responsable. Donc juste... faisons de notre mieux, on choisit ses combats un par un et voilà, et petit à petit, moi j'améliore chaque pan de ma vie et je sais que c'est encore imparfait aujourd'hui, mais au contraire, il faut l'assumer et en parler et être transparent et déculpabiliser les gens là-dessus. C'est un très beau message d'espoir, en tout cas j'espère que les créateurs de contenu qui nous regardent aussi seront sensibles à tes propos. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, pour ton asso, pour, je sais pas. Alors mon asso, elle est en train de se développer à fond, je viens d'engager pour la première fois une équipe. Donc, je suis absolument ravie. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça continue dans cette lancée. Et là, on lance une année avec un agenda bien chargé. Donc, que tout se passe bien et qu'il y ait plein de créateurs de contenu qui transforment leur mode de consommation. Super. En tout cas, je te le souhaite. Merci beaucoup, Charlotte. Merci.